Dans cette semaine d'août 2002, une étrange atmosphère s'est emparée d'une petite communauté rurale de Saint-Cernin, dans le Cantal. Portail fermé, lumières éteintes, silence dans une maison où l'on entendait toujours des conversations et la radio diffusant des chansons françaises. C'était le genre de changement qui ne passe pas inaperçu dans un endroit où chacun connaît les pas de son voisin. Mais personne n'imaginait que cette absence deviendrait un mystère sans réponse pendant des années. Antoine Dubois, 76 ans, retraité de la SNCF, était un homme méthodique. Chaque jour, il s'occupait de son potager, balayait la cour et passait du temps appuyé contre le portail en fer, échangeant quelques mots avec ceux qui passaient sur le chemin de terre. À ses côtés se trouvait Marguerite, 68 ans, femme au foyer, toujours vêtue de la même robe fleurie et d'un tablier usé. Elle avait l'habitude d'offrir un café au lait à quiconque venait et était connue pour son calme, même dans les journées les plus chargées. Les deux vivaient seuls, mais près de leur fille unique, Isabelle, mère de Chloé, une adolescente, et de Léo, un garçon de 9 ans qui jouait souvent dans la cour de la maison de ses grands-parents. Dans les mois précédant leur disparition, certains voisins avaient commencé à remarquer des tensions dans la famille. Les conversations entre Antoine et Isabelle semblaient de plus en plus brèves, parfois interrompues par des tons élevés. Ceux qui connaissaient la famille disaient qu'il s'agissait de disputes à propos d'argent, un sujet qui mettait toujours le couple mal à l'aise. Le matin du 17 août 2002, Marguerite fut vue à la boulangerie du village. Elle acheta une baguette, du lait et échangea quelques mots avec la boulangère. Elle mentionna qu'Antoine prévoyait de planter des haricots vers la semaine suivante et partit avec un sac en toile. Ce fut la dernière fois que quelqu'un du village les vit, l'un ou l'autre. Les jours suivants, le portail de la maison resta verrouillé. Aucune lumière ne s'allumait la nuit. La Citroën 2CV blanche, toujours garée sous le cerisier, ne bougea pas. Le courrier commença à s'accumuler. Quelques voisins frappèrent au portail, mais personne ne répondit. Lorsqu'on l'interrogea, Isabelle déclara que ses parents étaient partis en voyage pour rendre visite à des connaissances. Cette explication ne convainquit personne. Antoine et Marguerite n'étaient pas du genre à voyager, et selon tout le monde, ils n'auraient jamais laissé leur voiture derrière eux. Une semaine plus tard, le voisin le plus proche, Monsieur Pierre, décida de signaler l'incident. La gendarmerie d'Aurillac se rendit sur place, trouva des portes verrouillées, des lits faits, de la nourriture dans le réfrigérateur et une radio dans la cuisine diffusant doucement Édith Piaf. Tout semblait normal, mais une étrange sensation, difficile à expliquer, planait. Pourtant, rien ne fut emporté pour analyse, et aucun indice n'émergea. Sans preuve, l'affaire s'arrêta avant même de commencer. Le temps passa, et la maison changea d'aspect. Entre 2002 et 2007, les meubles disparurent. La voiture fut cédée à une connaissance, et la propriété finit entre les mains d'un parent éloigné. La cour, autrefois bien entretenue, se couvrit d'herbe haute. Ceux qui passaient par là se souvenaient des récits de cette nuit-là. Des bruits étouffés, des pas précipités et une odeur dans l'air que personne ne put définir avec certitude. Pendant ce temps, la famille restait silencieuse. Isabelle évitait de parler de ses parents. Chloé se montrait réservée, et Léo grandissait en portant des questions qu'il n'osait jamais poser à voix haute. Jusqu'à ce que, 5 ans plus tard, quelque chose commence à changer. Mais à ce moment-là, en 2002, personne n'imaginait que l'absence d'Antoine et de Marguerite ne serait pas seulement temporaire. Le vide qu'ils laissaient deviendrait une partie permanente du paysage et des murmures échangés entre voisins. Le rapport déposé par Monsieur Pierre n'eut pas d'effet immédiat. Saint-Cernin, au début des années 2000, fonctionnait encore à un rythme lent, où l'absence de violence apparente rendait les affaires étranges traitées avec une certaine nonchalance. La disparition d'Antoine et de Marguerite, sans signe clair de crime, fut reléguée au rang des mystères mineurs, comme si elle allait se résoudre d'elle-même. Mais dans le village, l'inquiétude grandissait de jour en jour. Les voisins les plus proches se relayaient pour échafauder des hypothèses. Certains pensaient que le couple s'était disputé avec quelqu'un et avait choisi de s'éloigner. D'autres juraient que ce voyage mentionné par Isabelle n'était qu'une invention pour dissimuler quelque chose de plus grave. Le problème était qu'en l'absence de preuves ou d'indices, tout restait dans le domaine des suppositions.
La gendarmerie, après cette première visite, ne revint plus à la maison. C'était comme si la porte s'était fermée aussi à toute possibilité d'enquête. Isabelle conserva une attitude froide tout au long de cette période. Elle répondait aux questions des voisins par des phrases courtes et évitait de prolonger les conversations. Elle n'organisa pas de recherche, ne fit pas d'affiches et ne contacta pas non plus la presse locale. Ceux qui connaissaient sa relation avec ses parents disaient que, malgré les tensions récentes, il y avait un lien fort. Mais l'indifférence qu'elle affichait à ce moment-là alimenta encore plus les soupçons. Chloé, la fille aînée, semblait gérer l'affaire de manière pragmatique. Elle poursuivait sa routine scolaire et abordait rarement le sujet. En revanche, Léo, avec ses 9 ans, montrait des signes d'inquiétude. Il passait de longs moments à regarder la maison de ses grands-parents, comme s'il s'attendait à les voir apparaître soudainement au portail. Parfois, il marchait jusqu'à là-bas, restait immobile devant le cadenas et rentrait sans rien dire. Le village, petit et silencieux, commençait à ressentir le poids de cette absence. La radio doucement audible dans la cuisine des Dubois s'était tue. La cour, autrefois propre, montrait des feuilles mortes éparpillées au sol, et le potager commençait à perdre sa forme. L'odeur de café au lait qui flottait habituellement le matin avait disparu. C'était comme si l'endroit s'effaçait peu à peu. À la fin de cette année-là, certains objets commencèrent à quitter la maison. D'abord des chaises et une armoire, transportés par 2 hommes que personne dans le village ne connaissait vraiment. Ensuite, une vieille vitrine fut chargée dans la benne d'un camion. Il n'y eut ni vente de garage ni explication. Petit à petit, l'intérieur se vidait. Quand on l'interrogeait, Isabelle disait qu'elle organisait les affaires et que ses parents n'avaient pas prévu de revenir. Les années suivantes furent marquées par le silence. La maison, même occupée par intermittence, ne retrouva jamais son animation d'antan. La nuit, les fenêtres restaient closes. La Citroën 2CV, qui symbolisait autrefois une petite victoire familiale, fut cédée à une connaissance. Et dans les conversations au coin de la rue, des récits émergèrent. Dans la nuit précédant leur disparition, il y avait eu des bruits de pas précipités et de meubles traînés. Un voisin raconta qu'en ouvrant sa fenêtre, il avait senti une odeur différente dans l'air, quelque chose qu'il n'avait pas pu identifier sur le moment. Ces récits, cependant, ne furent jamais officialisés. Pendant ce temps, Léo grandissait. Contrairement à sa sœur, qui gardait ses distances avec le sujet, il portait dans son regard un mélange de curiosité et d'inconfort. Le garçon évitait les questions directes, mais semblait toujours attentif lorsque quelqu'un mentionnait, même vaguement, ses grands-parents. Isabelle, de son côté, maintenait la même attitude qu'auparavant. Peu de mots, aucun intérêt à reprendre la conversation sur la disparition. Le temps, qui dilue habituellement les souvenirs, semblait agir différemment ici. Plus les années passaient, plus l'absence des Dubois devenait un point fixe dans la carte émotionnelle du village. Il était impossible de passer devant la maison sans se rappeler le jour où tout avait changé. Certains évitaient de regarder la cour. D'autres, au contraire, semblaient chercher quelque chose qui révélerait ce qui s'était réellement passé cette nuit d'août. 5 ans plus tard, en 2007, un événement apparemment déconnecté de l'affaire raviva les conversations. Léo, désormais âgé de 14 ans, commença à avoir des problèmes à l'école. Des absences injustifiées, une chute des notes, des épisodes d'irritation sans raison apparente. Les professeurs remarquaient que le garçon semblait vivre avec une attention divisée, comme si son esprit était toujours ailleurs. C'est à cause de ce comportement qu'il fut orienté vers un suivi psychologique au service d'assistance sociale de la commune. Les premières conversations avec l'assistante sociale, Madame Claire, furent superficielles. Léo répondait peu, évitait le contact visuel et montrait de l'inconfort dès que le sujet se rapprochait de la famille. Mais avec le temps, de petites phrases commencèrent à émerger, révélant qu'il portait des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés. Et sans que personne dans le village ne le sache, une nouvelle pièce était sur le point de s'ajouter au puzzle de ce mystère. Si vous voulez suivre chaque détail de cette affaire jusqu'au bout et comprendre comment de petits indices peuvent tout changer, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains chapitres.
Allons-y. Le début de l'année 2007 fut différent pour Léo. Jusqu'alors, les voisins le voyaient comme un adolescent discret, mais intégré aux routines du village. Il jouait au ballon sur le terrain vague près de l'église Saint-Cernin, allait à l'épicerie du coin acheter de l'orangina et passait ses après-midi à bricoler un vieux vélo hérité d'un cousin. Soudain, tout changea. Il manquait les cours, passait plus de temps seul et semblait porter un fardeau que, pour ceux qui l'observaient de l'extérieur, n'avait pas d'explication claire. À l'école, les professeurs remarquèrent que ses notes dans son cahier devenaient de plus en plus rares. Les devoirs étaient rendus incomplets, et lorsqu'on lui demandait si tout allait bien, il répondait par un haussement d'épaule. La direction décida de faire appel au service d'assistance sociale d'Aurillac pour comprendre ce qui se passait. Ce ne fut pas un processus rapide. Léo semblait avoir érigé une barrière contre toute tentative de rapprochement. Madame Claire, l'assistante sociale expérimentée dans le travail avec les jeunes réservés, commença les rencontres par des discussions simples. Elle posait des questions sur ses amis, sur ce qu'il aimait faire pendant son temps libre, sur ses matières préférées à l'école. Peu à peu, elle perçut un point sensible lorsque le sujet touchait à la famille. Il se renfermait, baissait les yeux et tripotait ses mains. Ce n'était pas seulement de la timidité, il y avait une peur silencieuse là-dedans. Dans le village, la disparition d'Antoine et de Marguerite n'était plus évoquée tous les jours, mais il suffisait d'un détail pour raviver le sujet. Une visite inattendue, une voiture garée trop longtemps dans la rue ou même un simple commentaire sur les voyages faisait ressurgir les souvenirs chez les voisins. Pour Léo, chacune de ces conversations était comme un rappel qu'il savait des choses qu'il préférait taire. Les séances avec Madame Claire se poursuivirent. Lors de l'une d'elles, Léo arriva visiblement nerveux. Il ne voulait pas s'asseoir, regardait la porte comme s'il était prêt à partir à tout moment. Elle décida de ne pas insister, parla d'autres sujets, mais vers la fin de la conversation, elle posa une question qu'elle préparait depuis un moment. « Léo, te souviens-tu de la nuit où tes grands-parents ont disparu ?» Le silence qui suivit fut pesant. Il prit une profonde inspiration et répondit par une phrase courte, « Je me souviens de certaines choses, mais je ne veux pas en parler. » C'était la première fois qu'il admettait avoir des souvenirs de cette nuit-là. Madame Claire n'insista pas, mais fit comprendre qu'elle serait là pour écouter lorsqu'il serait prêt. Et de manière presque imperceptible, quelque chose changea dans son attitude. C'était comme si le simple fait d'avoir reconnu ce souvenir ouvrait une fissure par laquelle, tôt ou tard, d'autres informations finiraient par sortir. Pendant ce temps, la vie dans le village suivait son rythme lent. L'ancienne maison des Dubois était fermée, avec des herbes hautes dans la cour et des fenêtres couvertes de poussière. Quelques enfants plus jeunes passaient en courant devant le portail, se défiant les uns les autres d'entrer, comme si l'endroit était devenu une légende locale. Les adultes, eux, évitaient de s'approcher trop près. Personne ne voulait être le prochain à ressentir le malaise de cette absence. Dans les semaines qui suivirent, Léo continua de fréquenter les séances. Il ne racontait toujours pas tout, mais de petites phrases lui échappaient. Il mentionna qu'il s'était réveillé cette nuit-là à cause de bruits de pas précipités. Il ajouta que sa mère, Isabelle, était entrée dans sa chambre à plusieurs reprises et que, l'une de ces fois, elle semblait nerveuse, presque essoufflée. Madame Claire prenait des notes, consciente que les pièces de ce puzzle commençaient à apparaître, même dans un ordre confus. Cependant, Léo s'arrêtait toujours avant de donner des détails plus précis. Il disait qu'il ne pouvait pas parler ou qu'il ne voulait pas que quelqu'un sache. La peur semblait plus forte que l'envie de raconter. Et au milieu de cette impasse, Madame Claire commença à comprendre que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas seulement un épisode triste. Il y avait quelque chose qui, encore aujourd'hui, exerçait un contrôle sur lui. Dans le village, les voisins continuaient d'échafauder des versions de ce qui avait pu se passer. Certains pensaient que le couple était parti de son propre chef, fuyant un problème que personne ne connaissait. D'autres soupçonnaient un différend familial, mais tous s'accordaient sur un point, il y avait plus dans cette histoire que quiconque était prêt à dire à voix haute. Ce que Léo ignorait au début de 2007, c'était que chaque fragment de souvenir qu'il laissait échapper repoussait peu à peu les portes de la vieille maison à s'ouvrir à nouveau. Et lorsque cela arriverait,
ce qui remonterait à la surface changerait à jamais la manière dont le village se souvenait des Dubois. Le 3e mois de suivi fut le moment où la barrière de Léo commença à céder de manière plus visible. Jusqu'alors, Madame Claire devait guider chaque rencontre avec prudence, évitant les questions directes pour ne pas l'éloigner. Mais ce jour-là, il entra dans la pièce avec un regard différent, comme s'il était sur le point de dire quelque chose qu'il gardait depuis longtemps. « Je ne dormais pas », dit-il avant même de s'asseoir. La phrase surprit Madame Claire. Elle se contenta de lui faire signe de continuer. « Cette nuit-là, quand mes grands-parents ont disparu, je ne dormais pas, ce qui suivit ne fut pas un récit complet, mais une série d'images fragmentées. » Il parla d'un bruit venant de la cuisine, de pas allant et venant, et de voix agitées. Il dit que sa mère était entrée dans sa chambre plusieurs fois et qu'elle semblait nerveuse, comme si elle cachait quelque chose. Il mentionna aussi avoir entendu un bruit lourd, comme si quelque chose était tombé au sol, suivi d'un silence. Madame Claire enregistra chaque mot. Elle savait qu'elle ne pouvait pas insister pour obtenir plus de détails immédiatement, mais elle comprenait que ce type de témoignage ne pouvait rester confiné à un dossier interne. La semaine suivante, elle parla à un ancien contact au sein du réseau municipal, quelqu'un qui avait déjà travaillé sur des enquêtes. Sans citer de nom, elle expliqua qu'elle avait en main le témoignage d'un adolescent qui pourrait être lié à une affaire ancienne, classée sans suite. Cela suffit pour qu'un policier en civil apparaisse discrètement au service d'assistance sociale quelques jours plus tard. Il n'y avait pas encore d'équipe officielle ni de dossier ouvert. Il écouta ce que Madame Claire avait à dire, posa des questions précises et déclara qu'il transmettrait l'information. C'est à ce moment-là que la disparition d'Antoine et de Marguerite recommença à circuler dans les couloirs de la gendarmerie d'Aurillac après 5 ans de silence. Pendant ce temps, le village restait figé dans le même décor. La maison fermée, la cour envahie par les mauvaises herbes et le portail avec un cadenas que personne ne touchait. Pour les habitants plus âgés, passer par là, c'était se rappeler combien tout était différent avant. Pour les plus jeunes, ce n'était qu'une maison vide, un point de repère sur le chemin de l'école ou de l'épicerie. Mais à partir de ce moment, certains regardaient cette adresse avec un intérêt différent. Léo, sans savoir que son récit était sur le point de provoquer des remous au-delà de la salle de Madame Claire, commença à s'ouvrir un peu plus. Il raconta qu'au cours de cette nuit-là, il avait senti une odeur étrange dans l'air, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Il dit qu'il avait essayé de regarder par la fenêtre, mais sa mère, Isabelle, était apparue rapidement et lui avait ordonné de retourner se coucher. Son ton oscillait entre la peur et la résignation, comme si revivre cette nuit était encore trop inconfortable. À la gendarmerie d'Aurillac, la réouverture du dossier suscita des réactions variées. Certains gendarmes pensaient que remuer cette affaire après tant d'années ne mènerait à rien. D'autres estimaient qu'il valait la peine de vérifier ce qui restait de l'ancienne maison des Dubois. Ils décidèrent d'effectuer une visite informelle, sans faire de vagues, pour voir s'il y avait quelque chose justifiant la réouverture de l'enquête. Un matin d'avril 2007, 2 gendarmes en civil garèrent une voiture discrète sur le chemin de terre menant à Saint-Cernin. Ils marchèrent jusqu'au portail et observèrent la cour pendant quelques minutes. Les herbes hautes gênaient la vue sur certains endroits, mais la structure principale de la maison semblait intacte. À droite, on pouvait encore voir la construction en briques qui servait d'espace de détente, abandonnée et couverte de poussière et de feuilles mortes. Ils n'entrèrent pas ce jour-là. L'idée était seulement d'évaluer l'état du lieu et de réfléchir aux prochaines étapes. De retour en ville, le rapport de cette inspection informelle suffit à convaincre le commandant de la gendarmerie d'autoriser une réouverture préliminaire de l'affaire. Ce ne serait pas une enquête complète, mais un premier relevé pour déterminer s'il y avait de nouveaux éléments. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à quelques kilomètres de là, Léo était prêt à en dire plus qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. Lors de la séance suivante, l'adolescent arriva avec un air tendu, regarda autour de lui, ferma la porte et déclara qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait plus garder pour lui. Il raconta que cette nuit-là, il avait entendu des cris étouffés venant de la chambre de ses grands-parents. Il avait essayé de se lever, mais sa mère était apparue dans le couloir et l'avait repoussé dans sa chambre. Il ajouta que, quelques heures plus tard,
il s'était réveillé avec une sensation de chaleur dans l'air et une odeur qu'il ne savait toujours pas décrire. Madame Claire nota tout, consciente que ce témoignage, s'il était transmis à la gendarmerie, pourrait changer la direction d'une affaire qui semblait enterrée. Le village, lui, n'en savait rien. Pour ceux qui passaient devant la maison des Dubois, c'était juste un jour comme les autres. Mais en coulisses, les pièces commençaient à s'assembler, et la porte d'un mystère vieux de 5 ans était sur le point de s'entr'ouvrir un peu plus. Lorsque l'autorisation pour la réouverture préliminaire de l'affaire fut obtenue, les démarches restèrent discrètes. Pas de gyrophare, pas d'annonce publique. L'objectif était d'éviter toute tension inutile tant qu'on ne savait pas s'il y avait réellement quelque chose à investiguer. 5 ans de silence avaient transformé la disparition d'Antoine et de Marguerite en l'un de ces sujets dont on ne parlait qu'à voix basse. Et la gendarmerie voulait que cela reste ainsi, du moins pour l'instant. Le matin choisi pour la première visite officielle, 2 enquêteurs et un expert médico-légal suivirent le chemin de terre menant à l'ancienne maison des Dubois. Le portail était toujours fermé par le même cadenas d'il y a des années, et la rouille trahissait qu'on ne l'avait pas ouvert depuis longtemps. Les herbes hautes couvraient une partie de l'entrée, obligeant les hommes à écarter les branches sèches pour passer. En traversant la cour, ils remarquèrent que le potager d'Antoine avait complètement disparu. À sa place, il n'y avait que de la terre dure et quelques plantes spontanées. De l'extérieur, la maison semblait intacte. Les murs blancs étaient tachés par l'humidité, mais les fenêtres conservaient encore une partie de leurs vitres d'origine. L'expert photographia chaque détail avant d'ouvrir la porte principale avec une clé obtenue auprès d'un parent éloigné. L'odeur qui s'échappait de l'intérieur était typique des lieux fermés depuis longtemps, un mélange de poussière, de vieux bois et une légère senteur de moisi. La lumière naturelle pénétrait à peine, créant des ombres qui s'étiraient dans les pièces. Dans la cuisine, la radio qui, selon les rapports, jouait encore lors de la première visite en 2002, n'était plus là. À sa place, un espace vide sur le plan de travail en formica. Le réfrigérateur, débranché, était ouvert et sans étagère. Dans la chambre du couple, le lit était sans matelas, et l'armoire ne contenait que quelques vêtements anciens couverts de poussière. L'expert prit des notes sur la disposition des meubles, tout en sachant que, sur tant d'années, beaucoup de choses avaient pu être déplacées. Dans la cour, l'attention se porta sur l'espace de détente construit par Antoine dans les années 90. C'était là qu'il réunissait amis et voisins pour des pique-niques le week-end. La structure en briques apparentes était couverte de feuilles mortes et de traces de pluie. À côté, un évier rouillé et un banc en bois à moitié pourri complétaient le tableau. Les enquêteurs échangèrent un regard, mais décidèrent de ne toucher à rien ce jour-là. L'objectif était seulement de documenter l'état général de la propriété. Pendant ce temps, en ville, Madame Claire, qui suivait Léo, attendait une réponse de la gendarmerie. Elle savait que le témoignage du garçon était la seule raison de cette visite, mais elle n'était pas sûre de la manière dont les informations étaient interprétées. Léo, de son côté, semblait soulagé d'avoir raconté une partie de l'histoire, mais évitait toujours de parler de ce qui le troublait vraiment. À chaque séance, il laissait échapper un détail supplémentaire, comme s'il testait jusqu'où il pouvait aller sans affronter de conséquences. À la fin de cette première inspection officielle, l'expert suggéra une nouvelle visite, cette fois avec l'autorisation de prélever des échantillons. Il expliqua que, même après des années, certains indices pouvaient subsister dans des zones moins exposées. Le commandant, après avoir reçu le rapport préliminaire, approuva. Il fixa une nouvelle intervention pour la semaine suivante, s'assurant que l'équipe reviendrait avec l'équipement adéquat. Le village, comme toujours, remarqua qu'il se passait quelque chose. Un habitant mentionna avoir vu 2 hommes prendre des photos de la cour, et la nouvelle se répandit rapidement. Bientôt, d'anciens commentaires refirent surface. Dans la nuit de 2002, il y avait eu des bruits inhabituels, des gens vus entrant et sortant de la maison tard dans la nuit, et une odeur différente dans l'air. Des histoires, conservées ou oubliées au fil des ans, réapparaissaient maintenant, alimentées par la simple présence d'étrangers sur place. Léo n'était pas informé que la gendarmerie était retournée à la maison de ses grands-parents, mais lors de la séance suivante, il parla avec plus d'assurance de cette nuit-là.
Il dit se souvenir d'avoir vu la lumière extérieure allumée bien après l'heure où tout le monde dormait habituellement. Il raconta qu'en regardant à travers le rideau, il avait vu des ombres se déplacer rapidement, mais n'avait pas pu identifier qui elles étaient, et répéta que sa mère était entrée dans sa chambre plusieurs fois, toujours pressée. Pour les enquêteurs, chaque phrase ajoutait une couche à l'affaire. Et, bien qu'ils fussent encore loin d'une conclusion, ils savaient qu'ils étaient sur le point de franchir la ligne entre une simple réouverture préliminaire et une enquête formelle. La vieille maison, jusqu'alors simple symbole d'absence, commençait à devenir le théâtre actif d'une quête de réponse. La deuxième visite officielle à l'ancienne maison des Dubois fut programmée pour un matin nuageux d'avril 2007. Cette fois, l'équipe ne venait pas seulement observer, ils allaient collecter tout indice ayant résisté au temps. L'autorisation judiciaire incluait le droit d'ouvrir, de creuser et de retirer des objets pour analyse si nécessaire. C'était une avancée majeure pour une affaire qui, quelques semaines auparavant, semblait définitivement oubliée. Le portail grinça à l'ouverture, trahissant la rouille accumulée. Les herbes, plus hautes que lors de la visite précédente, obstruaient une partie du passage, nécessitant l'usage de machettes pour dégager le chemin. En entrant dans la cour, les enquêteurs sentirent que le silence avait un poids propre. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruit d'insectes, seulement le son étouffé des pas sur la terre sèche. L'expert commença par la cuisine, prenant des photographies détaillées des murs, notant des taches anciennes près des plinthes et prélevant de petits échantillons de peinture. Dans la chambre principale, il utilisa une lampe torche pour inspecter les interstices du parquet en bois. Dans un coin, il trouva des signes d'usure inhabituels, comme si quelque chose de lourd avait été traîné à plusieurs reprises. Il le nota, mais n'en parla à personne sur le moment. À l'extérieur, 2 enquêteurs examinaient l'espace de détente. L'évier en fer était couvert de croûtes de rouille, et le banc en bois, encore plus détérioré, menaçait de s'effondrer au moindre contact. Autour de la structure en briques, le sol était jonché de feuilles mortes et de débris de branches. L'un d'eux remarqua que, même après des années, des traces de suie noircissaient une partie de la surface intérieure de la construction. Ils photographièrent chaque détail avant de toucher à quoi que ce soit. Pendant ce temps, en ville, Madame Claire poursuivait son suivi avec Léo. Ce jour-là, Léo semblait plus agité que d'habitude. Il dit qu'il avait rêvé de ses grands-parents, mais refusa de raconter ce qui s'était passé dans le rêve. Lorsqu'on l'interrogea sur ses souvenirs, il détourna le regard et murmura que la maison contenait encore des traces d'eux. Cette phrase attira l'attention, car elle suggérait qu'il croyait que des vestiges de ses grands-parents étaient toujours là, même après tout ce temps. De retour dans la cour des Dubois, l'expert médico-légal décida d'examiner une zone près de l'ancien potager. Il creusa superficiellement en 3 endroits, mais ne trouva que des racines et des pierres. L'odeur de la terre humide montait rapidement, mêlée à celle des feuilles en décomposition. Puis, il revint à la structure en briques. Avec des gants, il préleva des échantillons du matériau sombre trouvé sur les parois internes, les plaçant dans des contenants étiquetés pour envoi au laboratoire. L'inspection dura des heures. Chaque pièce fut minutieusement documentée, et la cour parcourut à la recherche du moindre objet oublié. Dans un coin du terrain, ils trouvèrent une boîte en bois détériorée par le temps. En l'ouvrant, ils ne découvrirent que des clous rouillés et des morceaux de bois cassés. Ce n'était pas ce qu'ils cherchaient, mais tout fut photographié et catalogué. Alors que l'équipe se préparait à partir, l'un des enquêteurs remarqua un détail passé inaperçu lors de la première visite. Une marque sur le sol, près du portail latéral, comme si quelque chose avait été traîné de là vers l'extérieur. La trace n'était pas récente, mais encore visible, probablement préservée par l'absence de passage dans la zone. L'expert s'accroupit, observa en silence et prit davantage de notes. À la fin de l'intervention, le matériel collecté fut soigneusement emballé et envoyé pour analyse. Aucun des présents ne voulut tirer de conclusions hâtives sur place. Le commandant, en recevant le rapport photographique, autorisa la poursuite de l'enquête. Ce n'était pas encore la preuve qu'il cherchait, mais cela suffisait pour maintenir l'affaire active. Dans le village, l'activité attira plus d'attention que lors de la première visite. Quelques habitants observaient de loin,
essayant de comprendre ce qui se passait. Une femme commenta à l'épicerie que le portail était ouvert et que des gens s'affairaient autour de l'espace de détente. La phrase se répandit rapidement et raviva les anciennes conversations. Soudain, les histoires de 2002 refirent surface, chacune avec des détails différents, comme si tout le monde détenait une pièce du puzzle. Léo ignorait que la maison était de nouveau inspectée, mais quelques jours plus tard, il arriva à la séance avec Madame Claire plus sérieux que d'habitude. Il dit qu'il devait raconter ce qu'il avait vu cette nuit-là, mais demanda qu'elle promette de ne rien dire à personne, une requête impossible à respecter face à ce qu'elle savait imminent. La séance suivante avec Léo commença différemment. Il entra dans la pièce, ferma la porte avec soin et, avant même de s'asseoir, demanda « Madame, vous avez parlé à quelqu'un » Madame Claire prit une profonde inspiration. Elle savait que la confiance de Léo était fragile, mais elle avait aussi l'obligation de transmettre les informations pertinentes aux autorités. « Léo, il faut que tu comprennes que certaines choses ne peuvent pas rester entre nous, » répondit-elle, choisissant ses mots avec calme. « Mais je n'ai rien dit sans raison. » Il resta silencieux quelques secondes, fixant le sol. Puis il tira la chaise et s'assit, triturant les manches de son pull. Il semblait lutter contre quelque chose en lui. « J'ai tout entendu, » dit-il presque dans un murmure. « Cette nuit-là, j'ai tout entendu. » À partir de là, les mots sortirent peu à peu, comme si chaque phrase demandait un effort. Léo raconta qu'il s'était réveillé à cause d'un bruit fort, suivi de pas rapides dans le couloir. Il dit avoir entendu la voix de son grand-père parler fort, mais il n'avait pas compris ce qu'il disait. Peu après, un bruit sec, comme si quelque chose était tombé ou avait été renversé. Puis, le silence. Il tenta de sortir de sa chambre, mais la porte fut refermée avant qu'il ne puisse franchir le seuil. Sa mère, selon lui, entra précipitamment, lui ordonna de retourner au lit et lui dit de ne pas s'en mêler. Peu après, il entendit un bruit métallique, comme si quelque chose était traîné sur le sol, et un son constant qu'il ne put identifier à l'époque. Madame Claire notait tout, consciente que chaque détail pouvait être crucial pour la gendarmerie. En même temps, elle observait sur son visage un mélange de peur et de soulagement. Peur de revivre cette nuit. Soulagement de finalement en parler. Lorsqu'il termina, Léo resta silencieux, respirant profondément, comme s'il avait couru. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le commandant responsable de l'affaire analysait les photographies de la deuxième inspection à la maison. Les taches de suie sur la structure en briques attiraient l'attention, mais il était encore impossible de déterminer si elles étaient directement liées à la disparition. Le rapport du laboratoire, avec l'analyse des échantillons collectés, prendrait encore quelques semaines. Dans le village, les conversations s'intensifiaient. Certains habitants affirmaient avoir vu du mouvement près du portail latéral de la maison la nuit de la disparition, mais personne ne voulait confirmer officiellement. D'autres disaient avoir entendu des bruits venant de l'extérieur, comme si quelqu'un travaillait là-bas pendant la nuit. Ces récits, jusqu'alors fragmentés, commencèrent à être cartographiés par les enquêteurs pour identifier des schémas. Léo, sans le savoir, était désormais considéré comme une pièce centrale dans l'avancement de l'enquête. Madame Claire, suivant le protocole, prépara un rapport complet avec le nouveau témoignage et le transmit au commandant. Le document décrivait non seulement ce qu'il avait dit, mais aussi la manière dont il l'avait dit, hésitation initiale, longue pause et expression d'inconfort en mentionnant certains sons et odeurs. La gendarmerie décida qu'il était temps de parler directement avec lui, mais savait qu'il ne fallait pas le forcer. Il serait nécessaire de construire une relation de confiance, peut-être à travers des entretiens accompagnés par Madame Claire. L'objectif n'était pas seulement de confirmer les détails, mais aussi d'évaluer s'il y avait quelque chose qu'il ne disait pas par peur ou pour protéger quelqu'un. Ce même jour, une voiture banalisée passa lentement devant la maison des Dubois. Ce n'était pas une intervention officielle, juste une façon de maintenir une surveillance discrète. L'enquêteur sur le siège passager observa chaque détail, le portail toujours fermé, les herbes hautes, la structure en briques partiellement cachée par des branches. Il nota tout dans un carnet et continua son chemin. Ce soir-là, une pluie fine commença à tomber sur le village,
lavant la poussière du chemin de terre et formant de petites flaques. Pour certains voisins, l'image de la maison sous cette bruine raviva des souvenirs inconfortables. Il était impossible de ne pas penser à Antoine et Marguerite, et à la manière soudaine dont ils avaient disparu. Léo, de son côté, se coucha tôt ce soir-là, mais avant de fermer les yeux, il fixa le plafond, se remémorant les sons qu'il avait entendus 5 ans plus tôt. Il savait désormais qu'il ne pourrait plus garder ses souvenirs pour lui seul. Ce qu'il n'imaginait pas encore, c'est que, très bientôt, ces paroles pousseraient la gendarmerie à regarder un point spécifique de la cour avec un autre regard. La demande pour parler directement avec Léo fut autorisée début mai 2007. Le commandant savait qu'il ne pouvait pas simplement convoquer l'adolescent à la gendarmerie. Cela provoquerait une résistance immédiate. La solution fut d'organiser la conversation dans un espace neutre, dans la même salle où il se réunissait déjà avec Madame Claire. Ainsi, la présence d'un enquêteur serait introduite progressivement, sans que Léo ait l'impression d'être interrogé. Le jour prévu, Madame Claire expliqua qu'un ami à elle souhaitait aussi entendre son histoire. Léo hésita, mais finit par accepter. L'homme qui entra dans la pièce ne portait pas d'uniforme, il était vêtu d'une chemise simple, d'un jean et tenait un carnet de notes. Il salua Léo d'une poignée de main rapide et, avant toute question, parla de choses banales, football, jeux vidéo, école. Peu à peu, il orienta la conversation vers la nuit d'août 2002. Léo répéta une partie de ce qu'il avait déjà raconté, les bruits dans le couloir, la voix de son grand-père, sa mère entrant précipitamment dans sa chambre et lui disant de ne pas s'en mêler. Mais cette fois, il ajouta un détail qu'il n'avait pas mentionné auparavant. Je me souviens d'avoir vu de la fumée par la fenêtre, pas beaucoup, mais on pouvait sentir l'odeur. L'enquêteur lui demanda de décrire l'odeur. Léo réfléchit quelques secondes et dit que ce n'était pas comme de la fumée de cuisinière, ni celle d'un feu de broussailles. C'était quelque chose de différent, mais fort, qu'il ne pouvait comparer à rien de ce qu'il avait déjà senti. Madame Claire perçut l'inconfort dans sa voix et fit un geste pour que la conversation ne s'approfondisse pas trop à ce moment-là. À l'extérieur de la salle, un autre enquêteur attendait. En entendant le récit, il devint clair que la prochaine étape serait de retourner à la maison des Dubois en se concentrant sur un point précis, la structure en briques dans la cour. Jusqu'alors, elle avait été photographiée et examinée superficiellement, mais pas démontée ni fouillée. La nouvelle intervention devrait être plus invasive. Pendant ce temps, dans le village, l'activité policière des semaines précédentes continuait d'alimenter les commentaires. Un homme qui vivait à 2 rues de là affirmait qu'en 2002, en passant à vélo sur le chemin, il avait vu une lumière dans la cour extérieure de la maison, ce qui était inhabituel à cette heure. Un autre habitant disait avoir entendu un bruit métallique répétitif, sans pouvoir dire d'où il venait. Aucun de ces témoignages n'avait été officiellement enregistré à l'époque, ce qui compliquait le travail de la gendarmerie. Le commandant, en rassemblant les nouveaux éléments, décida de programmer la 3e visite pour la 2e quinzaine de mai. Cette fois, l'équipe irait avec un mandat pour démonter, si nécessaire, une partie de la structure en briques et collecter tout matériel trouvé. Ils emporteraient aussi des équipements pour tamiser les cendres et les fragments s'ils en trouvaient à l'intérieur de la structure. Léo n'était pas informé de la date. Madame Claire estimait qu'il valait mieux éviter une anxiété inutile, car il montrait encore de l'appréhension à tout dire. Cependant, dans les jours suivant la conversation avec l'enquêteur, il apporta d'autres souvenirs, bien que de manière fragmentée. Il raconta qu'après avoir entendu le bruit dans le couloir, il était resté silencieux longtemps, essayant de deviner s'il était sûr de sortir de sa chambre. Il dit qu'à un moment, il entendit des pas lourds sur la véranda et un bruit d'eau jetée quelque part. Ces détails, aussi minimes qu'ils paraissent, renforçaient l'idée que quelque chose d'important s'était produit à l'extérieur de la maison. Pour les enquêteurs, la structure en briques devenait le centre de l'enquête. La possibilité de trouver des indices pertinents, même après 5 ans, ne semblait plus si improbable, compte tenu de la manière dont la structure était restée préservée. À la veille de l'intervention, le commandant réunit l'équipe pour aligner les procédures. Il n'y aurait ni presse ni communication préalable avec les voisins.
L'objectif était d'éviter que quiconque s'approche pendant le travail. Ce serait une action rapide, mais détaillée, enregistrant chaque étape en photo et vidéo. L'expert responsable de l'analyse sur place avait déjà préparé des contenants spéciaux pour le transport d'échantillons délicats. Dans le village, personne ne savait qu'un événement majeur était sur le point de se produire. La maison silencieuse sous le ciel gris d'automne semblait endormie, mais à la gendarmerie, chaque minute rapprochait les enquêteurs d'une nouvelle visite qui pourrait enfin répondre aux questions qui hantaient la communauté depuis 2002. Le matin de la 3e visite à la maison des Dubois, l'ambiance dans le village était inhabituellement calme. Le chemin de terre, humide de la pluie de la nuit, rendait l'air plus frais, et un brouillard bas couvrait une partie des cours. L'équipe d'enquête arriva dans 2 véhicules discrets, avec l'expert, 2 assistants et le commandant. Pas d'uniforme, pas de marque attirant l'attention, juste des outils, des contenants et des caméras pour enregistrer chaque détail. Le portail s'ouvrit avec le même grincement métallique que lors des visites précédentes. En traversant la cour, tous se dirigèrent directement vers la structure en briques dans le coin droit, à côté de l'ancien espace de détente. Le commandant voulait commencer par là, sans perdre de temps avec les autres pièces. L'expert examina la structure de l'extérieur, touchant les parois avec précaution, et confirma ce qu'il soupçonnait déjà, les traces de suie n'étaient pas superficielles. Il y avait des signes que l'intérieur avait été exposé à une chaleur intense, mais de manière concentrée. Avant toute intervention, ils photographièrent la structure sous tous les angles. Puis, l'un des assistants installa un trépied avec une caméra fixe pour enregistrer le démontage. La première étape fut de retirer les objets détachés de l'intérieur, branches sèches, feuilles accumulées et morceaux de charbon. Tout fut placé dans des sacs étiquetés. Ensuite, ils commencèrent à creuser les couches de cendres les plus anciennes. L'expert utilisait une petite pelle, retirant le matériau avec soin pour ne pas endommager d'éventuels indices. Pendant ce temps, un autre assistant mesurait la température interne du sol et vérifiait l'humidité. Il était improbable de trouver quelque chose d'organique préservé, mais les protocoles exigeaient un enregistrement complet. À chaque nouvelle pelletée de cendres retirée, des fragments noircis apparaissaient, séparés dans des contenants plus petits. Il n'y avait pas de hâte. Le processus devait être méticuleux. À l'extérieur de la propriété, un voisin curieux observait de loin, feignant de réparer la clôture de son terrain. Il remarqua que les enquêteurs se concentraient sur un point précis et courut en parler à sa femme, qui, à son tour, avertit une amie. En quelques heures, 3 ou 4 habitants savaient déjà que la gendarmerie s'intéressait à l'espace de détente des Dubois. Dans la cour, le travail se poursuivait. L'expert demanda qu'on retire l'une des pierres formant la base latérale de la structure. En le faisant, ils découvrirent une petite cavité, comme un espace utilisé pour stocker des restes de charbon. Ce compartiment contenait aussi des cendres anciennes mêlées à de petits objets métalliques qui, à première vue, semblaient être des ferrures ordinaires. Tout fut séparé et étiqueté. Le commandant observait en silence, notant les horaires et les séquences dans son carnet. Il savait que toute interprétation hâtive pourrait compromettre la valeur probatoire de ce qu'il collectait. La priorité était de préserver un maximum de matériel pour l'analyse en laboratoire. Après plus de 2 heures de travail, l'intérieur de la structure était partiellement démonté. Les parois internes, tachées de noir, montraient des couches de suie qui ne semblaient pas résulter d'un simple usage domestique. L'expert commenta qu'il était inhabituel de trouver des marques aussi profondes sans une combustion prolongée et à haute température. De l'autre côté de la cour, un assistant examinait le sol près du portail latéral. Il trouva de petits morceaux de verre et un fragment de tissu, immédiatement conservés. Il n'y avait aucune certitude sur l'origine ou l'âge de ce matériau, mais chaque détail pouvait devenir pertinent. À la fin de la matinée, l'expert décida d'interrompre le travail et de planifier une 4e visite sur place, cette fois avec des outils spécifiques pour démonter complètement la structure en briques et tamiser le sol à la recherche de fragments plus petits. Le matériel collecté ce jour-là fut placé dans des boîtes scellées et envoyé directement au laboratoire central de la région. Le village retrouva lentement sa routine, mais l'activité ne passa pas inaperçue. À l'épicerie du coin, on commentait déjà que, cette fois,
ils avaient trouvé quelque chose. Le commandant, cependant, maintint un silence absolu. Même Léo ignorait ce qui avait été découvert, et, pour l'instant, c'était mieux ainsi. La nouvelle que la gendarmerie reviendrait à la maison des Dubois pour une 4e fois ne fut pas officiellement annoncée, mais dans le village, presque tout le monde s'y attendait. L'activité précédente, centrée sur la structure en briques, avait suscité trop de curiosité pour passer inaperçue. Malgré le secret de l'enquête, le simple fait de voir des enquêteurs s'intéresser à la zone la plus commentée de la propriété raviva des souvenirs et des rumeurs anciennes. Dans le bureau du commandant, l'équipe se réunissait pour planifier la prochaine étape. L'objectif était désormais clair, démonter complètement la structure en briques, tamiser chaque couche de sol et analyser tout ce qui serait extrait. L'expert responsable insista sur la nécessité d'utiliser des outils adaptés pour éviter d'endommager les éventuels indices. S'il y a quelque chose ici, c'est enfoui dans le temps. Nous n'avons qu'une seule chance de le trouver, nous ne pouvons pas la gâcher, déclara-t-il. Pendant ce temps, Léo poursuivait ses séances avec Madame Claire. Il ignorait encore que la gendarmerie était retournée à la maison, mais il percevait un changement dans le ton des questions. À chaque rencontre, elle tentait de l'amener à se souvenir de plus de détails sur la nuit d'août 2002. Lors d'une de ces conversations, Léo mentionna qu'en plus des bruits et de l'odeur, il se rappelait avoir entendu sa mère parler à voix basse avec quelqu'un dans la cour. Il ne savait pas qui c'était, mais affirma que ce n'était pas une voix de femme. À la gendarmerie d'Aurillac, ces fragments de mémoire s'ajoutaient aux témoignages des voisins et aux indices partiels collectés. Il n'y avait toujours rien de concluant, mais le lien entre les propos de Léo et l'attention portée à l'espace extérieur semblait inévitable. Le commandant décida que cette fois, l'opération commencerait tôt et ne s'arrêterait que lorsque toute la structure aurait été démontée. La préparation incluait même la demande d'un petit auvent pour protéger le site en cas de pluie pendant le travail. Les enquêteurs voulaient éviter toute interférence climatique susceptible de compromettre la collecte. Ils emporteraient également des tamis à mailles fines, des contenants hermétiques et des étiquettes avec des codes numériques pour une identification immédiate de chaque fragment. À la veille de l'opération, le village resta dans une attente silencieuse. Certains habitants feignaient l'indifférence, mais gardaient leurs fenêtres ouvertes pour observer tout mouvement sur le chemin de terre. D'autres commentaient discrètement que, cette fois, quelque chose de concret allait émerger. Personne ne savait exactement, mais tous sentaient que l'enquête atteignait son point le plus délicat. Léo passa cette nuit-là agité. Il ne pouvait l'expliquer, mais il avait le pressentiment que quelque chose allait changer. Il rêva qu'il était dans la cour de ses grands-parents, regardant la structure en briques, qui semblait bien plus grande que dans la réalité. Dans le rêve, sa mère l'appelait depuis la porte, mais sa voix semblait lointaine, comme venant d'un autre endroit. Il se réveilla le cœur battant et resta silencieux dans l'obscurité, essayant de chasser ces images. Le matin prévu, les 2 véhicules de la gendarmerie suivirent le chemin de terre, encore sans gyrophare ni marque visible. En entrant dans la cour, ils montèrent rapidement l'auvent au-dessus de la structure et commencèrent à préparer les outils. L'expert photographia chaque détail avant de commencer le démontage. Les premières rangées de briques furent retirées avec soin, révélant des couches plus anciennes de suie et de cendres. Tout était séparé et placé dans des contenants numérotés. À chaque nouvelle pelletée de matériaux, la tension montait. Le bruit des tamis secoués se mêlait au frottement des outils sur le sol. Le commandant observait, bras croisés, attentif à chaque réaction de l'équipe. Personne ne parlait beaucoup. Le silence n'était brisé que par des ordres brefs, plus doucement là. Tiens cette partie. Étiquette ce contenant. Côte à côte, des boîtes scellées commençaient à s'aligner dans un coin de la cour. Leur contenu n'était que de la matière sombre et fragmentée, mais l'équipe savait que là-dedans pouvait se trouver la réponse à un mystère vieux de 5 ans. L'expert, accroupi, fit signe aux assistants d'interrompre le travail quelques minutes. Il avait trouvé quelque chose nécessitant un enregistrement immédiat, mais pour l'instant, il ne donna pas de détails. Le travail se prolongea jusqu'à la fin de l'après-midi, et bien que personne hors de l'équipe ne le sache, l'enquête était à quelques pas de franchir la frontière entre le soupçon et la confirmation.
Le démontage de la structure en briques avançait lentement. L'expert coordonnait chaque mouvement, s'assurant que rien ne soit retiré sans documentation. Les rangées plus profondes étaient plus humides, l'argile s'effritant au toucher. Entre les couches, des morceaux de charbon plus gros que prévu apparaissaient, mêlés à des fragments métalliques et à de petits objets sans forme définie. À mesure que les parois s'abaissaient, l'intérieur de la structure devenait plus visible. Les enquêteurs utilisaient de petites pelles pour retirer le matériau accumulé au fond, plaçant tout sur des tamis à mailles fines. Le mouvement répétitif révélait des éléments de plus en plus inhabituels, des morceaux de tissu durci, des fragments de cuir et de petits éclats qui, à première vue, semblaient être de la porcelaine ou de la céramique, mais que l'expert rangea sans commentaire. À l'extérieur, le commandant gardait ses distances, discutant à voix basse avec un assistant. Il savait que s'il y avait du matériel organique préservé, même fragmenté, la possibilité d'analyse serait limitée, mais pas impossible. Le temps était un ennemi, mais il avait aussi été un protecteur. La structure fermée avait aidé à préserver, d'une certaine manière, ce qui y était caché. Vers midi, une pelle rencontra une résistance. Ce n'était ni une pierre ni une partie de la fondation. Le son sec attira l'attention de tous. L'expert s'agenouilla, utilisa un pinceau pour dégager le matériau autour et révéla une surface irrégulière de couleur grisâtre. Il demanda à un assistant d'enregistrer la scène sous plusieurs angles avant de continuer. Le travail se fit désormais avec des spatules et des pinces, révélant des fragments qui, sous la poussière sombre, avaient des contours que personne ne voulait identifier avant le moment opportun. Les fragments furent déposés dans des contenants spécifiques, scellés et numérotés. L'odeur dans l'air changea. Un relent mêlant suie ancienne et quelque chose de plus profond, difficile à décrire, fit reculer instinctivement deux assistants. L'expert ne commenta pas, mais tous le remarquèrent. À l'extérieur de la propriété, deux voisins s'arrêtèrent pour observer. L'un d'eux, essayant d'en voir plus, s'appuya sur la clôture, mais fut écarté par un gendarme. « Ce n'est pas le moment d'être curieux, dit-il d'un ton ferme. » Malgré cela, la rumeur selon laquelle ils avaient trouvé quelque chose commença à se répandre dans les maisons voisines. À l'intérieur de la structure, d'autres fragments furent découverts, accompagnés de petits objets déformés par la chaleur, un morceau de boucle métallique, quelque chose ressemblant à un talon de chaussure et une bande étroite qui aurait pu être une partie de ceinture. Chaque pièce était photographiée et emballée séparément. La tension dans l'air était palpable. Personne ne parlait fort. Même les bruits des outils semblaient plus étouffés. Le commandant, carnet de notes en main, enregistrait la séquence des découvertes et notait les horaires. À chaque nouvelle collecte, il jetait un rapide coup d'œil à l'expert, comme s'il cherchait une confirmation silencieuse. Le travail se prolongea jusqu'à l'après-midi. Le soleil déclinait déjà lorsque la dernière couche intérieure fut retirée. Le fond de la structure montrait des marques de chaleur extrême et une coloration inhabituelle dans le mortier. L'expert demanda que tout soit recouvert d'une bâche et scellé jusqu'à la prochaine étape, qui se déroulerait en laboratoire. Il n'y avait plus rien à retirer sans une analyse contrôlée. En emballant le matériel, le commandant jeta un dernier regard à la structure, désormais à moitié démontée. Il n'avait pas besoin de le dire à voix haute, mais tous savaient que cette collecte changeait la direction de l'affaire. Le silence lourd de l'équipe en disait plus que n'importe quelle phrase. En partant, les véhicules s'éloignèrent lentement sur le chemin de terre, emportant dans les boîtes scellées ce qui pourrait répondre aux questions qui hantaient le village depuis 2002. À l'extérieur, le portail se referma avec le même grincement métallique, comme s'il gardait à nouveau des secrets qui ne seraient pas encore révélés au monde. Le matériel collecté lors de la dernière intervention fut envoyé directement au laboratoire central de la région. Les jours d'attente suivirent, avec l'équipe surveillant chaque mise à jour. L'expert responsable savait que le moindre détail pouvait faire la différence. Les boîtes scellées furent ouvertes dans un environnement contrôlé, et chaque fragment passa par une analyse visuelle, microscopique et, lorsque possible, chimique. Les premiers résultats arrivèrent sous forme de rapports partiels, confirmant que certains matériaux étaient organiques, avec des microstructures compatibles avec des ossements humains.
L'état avancé de dégradation empêchait une identification complète, mais la morphologie suggérait qu'ils appartenaient à deux individus distincts, l'un de plus grande taille, l'autre plus petit, cohérent avec le gabarit d'Antoine et Marguerite. Parmi les fragments, les experts identifièrent des fibres textiles qui, bien que brûlées, conservaient des motifs floraux. La comparaison avec d'anciennes photographies de Marguerite, fournies par les voisins, montrait une forte ressemblance avec la robe qu'elle portait souvent. Un autre élément était une pièce métallique déformée, compatible avec la boucle d'une chaussure masculine, pouvant correspondre au type que Antoine portait. Ces éléments réunis formaient un tableau difficile à ignorer. Cependant, il n'y avait pas de preuve directe désignant un ou des auteurs du fait. Le commandant présenta le rapport au procureur, qui reconnut la gravité des conclusions, mais souligna qu'il n'y avait pas juridiquement assez d'éléments pour engager des poursuites. 5 ans s'étaient écoulés, emportant avec eux d'éventuels témoins et des registres qui auraient pu soutenir une accusation formelle. La nouvelle, même sans condamnation, se répandit dans le village. Pour les habitants, la confirmation que les fragments étaient humains mettait fin aux doutes qui planaient depuis 2002. L'ancienne structure en briques, autrefois lieu de rencontres et de conversations, devint le symbole silencieux d'un dénouement tragique. Léo apprit les résultats par l'intermédiaire de Madame Claire. Elle lui expliqua avec prudence que les analyses confirmaient en partie ce qu'il craignait déjà. L'adolescent resta silencieux un moment, fixant le sol. Puis il dit simplement, « Je savais qu'il n'était pas parti en voyage. » Isabelle, contactée par la gendarmerie, conserva la même attitude qu'elle avait affichée au fil des années, réponse courte, démenti d'implication et absence d'émotion apparente. Elle affirma ignorer tout détail sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Sans preuve directe, rien de plus ne put être fait. La maison des Dubois resta fermée. Les herbes envahirent la cour, et la structure en briques, désormais partiellement démontée, fut laissée telle qu'elle après la dernière intervention. Peu à peu, l'endroit devint une simple partie du paysage. Mais pour ceux qui avaient vécu ces années, chaque brique portait des souvenirs que le temps n'avait pas réussi à effacer. L'affaire resta officiellement classée comme une disparition non résolue. Officieusement, pour le village, les conclusions étaient déjà tirées. Antoine et Marguerite n'avaient jamais quitté leur maison cette nuit-là, et le silence qui s'était installé depuis résonnait comme un écho dans les chemins de terre et les conversations murmurées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et souhaitez découvrir d'autres histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux affaires non résolues.